il n'y a pas eu d'incident, c'est une excellente chose. Les élections font en général peur et même les marches font peur. Les uns ont l'impression qu'en allant marcher, ils ne reviendront pas sains et saufs. Et puis, les pouvoirs ont l'impression que une marche a pour objectif de les dégager à l'issue de la marche du pouvoir en pensant à des manifestations qui ont eu des caractères insurrectionnels, comme en Algérie, comme au Burkina Faso ou dans d'autres pays. C'est ainsi que les marches se terminent bien mal souvent. Mais la marche de samedi s'est bien déroulée et il faut féliciter tous ceux qui ont contribué à ce que cela se déroule ainsi. Alors, pour Alafé, si on comprend bien, finalement, c'est un test, disons, pour la solidité politique du pays. En gros, la marche est bien passée et c'est une bonne nouvelle d'une manière générale. Est-ce que ce sont les seules leçons qu'on peut retenir, Norbert? Non, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Pour l'opposition, cette démonstration de force est bien la preuve que la stratégie choisie, celle du front commun entre le PDCI et le PPACI, qui est tout fraîche, hein, ça date du 19 juin dernier, était la bonne stratégie. Et donc ça les encourage évidemment à récidiver. Samedi prochain, il y aura sur les lieux, c'est-à-dire place Ficayo à Yopougon, un giga meeting avec en vedette Laurent Gbagbo, qui sera présent, qui va prononcer un discours. On peut imaginer, si cette manifestation-là n'est pas interdite, car nous ne sommes qu'en début de semaine et tout peut se passer, que ça risque de prendre une ampleur considérable, évidemment. Donc, bonne stratégie, leçon à tirer, continuer à aller de l'avant. D'ailleurs, c'est si vrai qu'on a vu Pascal Affinguessan rejoindre la manifestation, la marche de samedi dernier, et également Daniel Body-Clavry. Pour le pouvoir, moi je dirais que c'est plutôt un carton jaune, c'est-à-dire qu'il peut continuer à jouer, il est sur le terrain, il n'est pas sorti, mais un avertissement, il faut qu'il fasse attention. Va-t-il ou non tenir compte du message de la rue? Là, c'est toute la question. Alors, Franck, on a l'impression qu'il y aura, avec cet acte 2 qui est déjà en préparation, après l'acte 1, ça fait penser aux manifestations monstres organisées à l'époque par Charles Blé Goudé après les accords de Marcoussis, qui ont changé la donne d'une certaine manière, qui ont fragilisé les accords de Marcoussis. Est-ce qu'on peut dire que ces marches-là peuvent fragiliser le choix du pouvoir d'Alassane Ouattara d'aller aux élections sans véritable concurrent? Écoutez, c'est une évidence parce que de tout temps, le pouvoir majoritaire du RHDP l'a clamé haut et fort qu'il a en face de lui une opposition disloquée, une opposition émiettée, une opposition qui peine à rassembler, une opposition qui est à l'agonie dans les différents scrutins ces 15 dernières années. C'est un test grandeur nature qu'a démontré l'opposition, principalement le PPACI et le PDCI, et ça prouve qu'en la réalité, si on exclut toutes les tentatives d'oppression, toutes les tentatives de museler l'opposition, on peut vivre en Côte d'Ivoire une sorte de démocratie à l'africaine où l'opposition s'exprime clairement. Et donc, je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, devant l'opinion nationale et internationale, le pouvoir, bien qu'ayant laissé l'opposition s'exprimer, cette marche démontre là que le pouvoir de M. Alassane Ouattara a en réalité en face de lui une opposition plus ou moins constituée. Et donc, si les choses continuent, dans cette lignée, ça pourrait renverser le rapport de force. C'est vrai que jusque-là, rien n'est joué, rien n'est gagné, mais ça pourrait emmener les uns et les autres, surtout les observateurs internationaux, à se poser les véritables questions. Alors, on a envie de se demander pourquoi le pouvoir d'Abidjan a laissé faire cette manifestation tout en lui mettant objectivement les bâtons dans les roues, à travers une séquence de répression marquée par l'arrestation de militants et de cadres, notamment Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense, et Koné Boubacar, ancien directeur du protocole d'État. Pour marquer le coup, le communicant du PPACI, Fabrice Lago, a fait un coup d'éclat sur le plateau de la chaîne de télévision NCI. On regarde et on se retrouve. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Dirassouba, figurez-vous,
j'ai entendu ici le procureur parler. Mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur famille, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient faites. Mais ils n'étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des raisons politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Lida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22h, c'est le lendemain à 15h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Mais je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire ici qui ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission? Donc, allez, sans vous remettre en cause, sans remettre en cause MCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, on a envie de se demander si le pouvoir Ouattara a subi des pressions. On pense notamment à des pressions internationales pour autoriser cette marche. Pourquoi souffler le froid et le chaud à ce point, sinon, à la Wakili? Une marche, je ne sais pas pourquoi une marche peut poser plus de problèmes qu'un meeting. Ou pourquoi cette marche? Parce que ce serait le front commun de l'opposition, FPI, PPACI, FPI, PPACI, oui, et puis PDCI peut poser plus de problèmes que les manifestations précédentes et passées de l'opposition. Voyez-vous, en général, lorsque l'on parle de boycott, il n'y a pas de problème quand on veut boycotter. Le problème, lorsque le boycott qui paraît passif, qui consiste à dire « je m'abstiens, je ne suis pas concerné, je boycotte pacifiquement, je suis chez moi », c'est lorsque ce boycott normal est remplacé depuis 1995 chez nous en Côte d'Ivoire par le concept de boycott actif. Un boycott actif est un boycott qui est d'un autre genre. Sinon, si c'est un boycott simple, il n'y a pas de problème. Lorsque le boycott devient actif, c'est différent. S'il s'agit de marcher puis de rentrer et attendre que le lendemain, on donne un coup de fil pour dire venez, on va dialoguer, il y aura des marches tous les jours. Mais maintenant, si les gens ont l'impression que peut-être il y a autre chose derrière la marche, ils prennent des précautions, ils regardent. Je ne pense pas que si c'est une marche comme celle que nous connaissons en situation normale, comme celle que nous connaissons dans tous les pays, je ne pense pas qu'il doit avoir des problèmes pour qu'elle se tienne. Et je ne crois pas que vraiment on ait besoin de pression pour une telle marche maintenant comme par le passé. Il faut, je pense, cesser de croire à cette réalité, à ce narratif de pression-là que les uns et les autres souhaitent. Si par le passé, ça n'a pas été souvent le cas, je ne sais pas si ça peut être vraiment le cas maintenant. Dambert Navarro? Si, mais pourtant des pressions, tu as tout à fait raison Théo, elles existent, elles ont existé ces dernières semaines. Énumérons-en quelques-unes, l'Union africaine, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en interne, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la conférence épiscopale, les églises en général, et puis il y a aussi eu des lettres spectaculaires comme celle de Philippe Séré-Eiffel à Alassane Ouattara, lettre rendue publique. Sur ce plateau, la supplique de Robert Bourgi qui a eu un écho considérable en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu des pressions plus discrètes, diplomatiques, notamment je pense au déjeuner Macron-Ouattara à l'Élysée. L'Élysée a fait fuiter un certain nombre d'informations, Macron ayant demandé à Ouattara une approche vis-à-vis de Tidiane Thiam,
Donc ça, ce sont des pressions auxquelles le pouvoir a répondu en organisant un semblant de dialogue via, non pas le gouvernement, mais le RHDP, qui a agi en l'occurrence comme une sorte de parti État, en allant voir Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé. En revanche, les deux partis du Front commun, PPACI, PDCI, les principaux partis de l'opposition ivoirienne, ont refusé d'entrer dans ce jeu, demandant un dialogue avec le gouvernement qui n'a pas encore été ouvert. Alors Franck Toffi, à quoi ça rime emprisonnement d'un côté et autorisation de marche de l'autre? Est-ce que, comme le dit Alain Fay, il craignait vraiment une marche insurrectionnelle et en arrêtant des personnes choisies selon les informations dont ils disposaient, ils ont empêché cette marche insurrectionnelle et ouvert la voie à une marche pacifique? Écoutez, il a une seule chose à laquelle Alassane Ouattara tient énormément, c'est son image à l'international. Donc, en soufflant la carotte et le bâton, en autorisant d'une part la marche pacifique de l'opposition et en continuant ce mouvement de répression contre des cadres ciblés des deux principaux partis politiques, je pense que le RHDP et son leader sont dans leur jeu quotidien, c'est de s'aimer la terreur au maximum à l'approche de l'élection de 2025. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas la première fois. En 2020, c'était pareil. En 2015, un peu moins, mais à chaque fois qu'il y a une élection sous Ouattara, on a cette épée de Damoclès là qui est suspendue sur la tête de l'opposition. Et tenez-vous bien, pour corroborer tout ce que nous sommes en train de dire, le PPACI et le PDCI font une marche réussie, saluée par tous les observateurs avertis de la politique ivoirienne. Et au lendemain de cette marche, on a curieusement le procureur de la République qui s'invite sur le plateau gentiment pour menacer à des mots à peine voilés l'opposition. Et ça, c'est un modo vision que le procureur l'a fait. Et le lendemain, sur les réseaux sociaux de la Direction générale de la police nationale, curieusement, on a des messages plus ou moins subtils avertissant sur des propos qu'auraient tenus des personnes, notamment sur ces manifestations. Et vous voyez que le timing est tellement bien ficelé qu'on a du mal à ne pas croire que tout cela participe d'un plan commun pour terroriser l'opposition. Tenez-vous bien qu'à quelques jours de cette marche, on l'a déjà dit ici sur ce plateau, 5 cadres de l'opposition du PPACI et du PDCI qui avaient été entendus 18 heures d'affilée. Quelques jours à la veille de la marche du 9 août, c'est l'ancien ministre d'État de la Défense Lida Kwasi Moïse et le directeur du protocole du président Laurent Gbagbo à l'époque qui ont été entendus 17 heures d'affilée. Et aujourd'hui où nous parlons, en plus d'avoir été détenus, ils sont transférés à la direction de la surveillance du territoire, de la DST. Et cette affaire, dit-on, selon ce que leurs avocats ont rapporté, est en lien justement avec les bus qui ont été brûlés le 2 août dernier. Vous voyez, tout cela participe d'une terreur que veut instaurer le parti au pouvoir et qu'il a déjà fait. Ça leur a réussi en 2020 pour le 3e mandat de M. Ouattara. Et c'est dans cette dynamique de terreur instaurée que nous sommes pour aller vers un 4e mandat. Alors il faut noter que cette marche a une couverture médiatique importante dans le pays et à l'international. Et les unes des journaux sont contrastées. La presse d'opposition se réjouit du non historique du peuple à l'exclusion et au 4e mandat, comme le dit le Nouveau Réveil, ou de la détermination du peuple, comme on peut le voir sur Le Temps, tandis que Fratmat, le journal de service public, minore un peu et valorise plutôt la sécurisation exemplaire. Le Patriote, le journal phare du RHDP, s'engage dans la bataille des chiffres et considère qu'il n'y a pas eu plus de 25 000 manifestants. Alors, Alain Fay, est-ce que cette bataille des chiffres a un sens pour toi? Oui, ça a un sens. On nous a fait dire au début, on fait lire que c'était le 1 million, nous 2 millions, nous même 3 millions de marches. Le président Thiam a dit que c'est 500 000. Bon, il y a une consoeur d'un média international qui a cité un organisateur qui a dit 150 000. Je pense que ça a un sens. Il faut arriver à trouver un baromètre, un indicateur pour évaluer les manifestants ou les gens qui vont à des événements. Pendant la CAN, les accès au stade étaient comptabilisés. Il y avait un indicateur qui comptait les accès au stade. Au meeting du RHDP, on n'a pas pu le faire. Aussi bien pour le meeting du RHDP que pour
le parc des expositions au Congrès, que cette marche passée ou d'autres événements à venir, il me paraît important d'avoir des commissions tripartites police, sécurité, organisateurs et médias à travers un pool qui vont avoir des grilles de lecture identiques pour dire que le cortège, les manifestants s'étendent sur 1 kilomètre de là à là, la superficie fait en largeur tel mètre. Par mètre carré, on peut avoir combien de personnes en situation normale pour une manifestation pour éviter l'étouffement. Donc, il y a des indicateurs qu'il faut avoir. Cela dit, je voudrais profiter de mon temps de parole pour répondre à un certain nombre de choses. Chacun est libre de ses mots, mais je veux constater que la pression de la communauté internationale, elle se fait sur bien peu de choses, ou bien les pressions pour obtenir la marche se font sur bien peu de choses. Si c'est seulement une pression pour une marche, alors que peut-être les gens ont besoin de bien d'autres choses, ils auraient besoin d'une pression pour les autres revendications, la CI, la commission électorale, les listes électorales, la candidature du président Ouattara, la candidature du président Ouattara est récusée par l'opposition, la candidature du président Thiam à consolider à travers sa présence sur la liste électorale, pareil pour le président Laurent Gbagbo. Si on me dit que il y a des pressions pour seulement obtenir une marche, alors qu'on attend des pressions des situations plus sérieuses, je me dis que bon, la communauté internationale, ces personnes qui font des pressions se contentent de peu. Maintenant de deux, vous dites qu'il y a un mélange de chaud et de froid, que le président Ouattara est soucieux de son image. Vous voyez bien que si depuis 2020, il a écorné son image et la parole donnée en étant candidat, s'il le fait encore cette année, je ne vois pas en quoi autoriser une marche pour rehausser son image, alors que cette image a déjà pris beaucoup de coups par rapport à tant de choses. Je ne vois pas en quoi il pourrait vouloir faire plaisir pour son image avec une marche. Non, c'est quelque chose qui est normal qu'il y ait une manifestation. C'est comme aller à un concert. Il faut dédramatiser les manifestations politiques. Si c'est pour faire une manifestation, aller à la manifestation et puis rentrer chez soi, il n'y a pas de problème. Mais voyez-vous, quand les gens sont lancés dans la rue, ils ont tendance à ne pas vouloir quitter la rue. Il y a eu certains qui étaient dans la rue qui disent, et si c'était là, si c'est pour faire une manifestation, aller à la manifestation et puis rentrer chez soi, il n'y a pas de problème. Mais voyez-vous, quand les gens sont lancés dans la rue, ils ont tendance à ne pas vouloir quitter la rue. Il y a eu certains qui étaient dans la rue qui disent, et si c'était l'assaut final? Quand il y a une volonté d'assaut final, il y a de la riposte fatale. On a connu tout ça en Côte d'Ivoire, des gens dans la rue pensaient qu'il ne faut plus sortir de la rue et que, étant déjà dans la rue, il faut y rester jusqu'à ce que le régime tombe. C'est ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense que beaucoup en Côte d'Ivoire ne sont pas dans cet état d'esprit. On a une rue, pour l'instant, disciplinée. On a des leaders disciplinés qui pensent qu'il faut des conditions de dialogue, il faut obtenir un consensus pour parvenir à une élection. Si c'est dans ce schéma que nous sommes, on n'a pas besoin d'une pression internationale, on n'a pas besoin... Lambert Navarro bouillonne et veut parler, on l'écoute. Oui, parce que je voudrais souligner que samedi, durant toute la manifestation, les forces de l'ordre ont été manifestement très bienveillantes avec les manifestants. C'était à se demander s'ils n'étaient pas en communion avec les manifestants. Quant à la bataille des chiffres, bien sûr, Théo, tu viens de le souligner, ce matin, ce lundi matin, dans les kiosques, les chiffres qui sont balancés vont du simple au décuple, c'est un peu tout et n'importe quoi. Eh bien, pourquoi ne pas proposer soit la méthode de comptage que vient d'évoquer Alafé, c'est-à-dire 2 km de parcours, tant de largeur, tant de personnes au mètre carré, et là, quand on fait ce calcul, on arrive à 750 000 manifestants, ou alors, autre méthode que je vous suggère, c'est le stade des Bains-Pés. Parce que le RHDP a rempli le stade des Bains-Pés il n'y a pas si longtemps, et on connaît la capacité du stade. Ce qui est sûr et certain au vu des images, c'est qu'il y avait plusieurs stades des Bains-Pés samedi à Yopougon. Ça peut être un peu comme le Big Mac qui est un étalon international pour calculer l'inflation. On pourrait imaginer le stade des Bains-Pés comme étalon. Alors Franck, bataille des chiffres et bataille dans la presse.
Oui, c'est évident que cette bataille allait avoir lieu, mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il existe des méthodes de comptage, notamment pour la police nationale, qui s'appuient sur la densité et le mètre carré des différents sites de manifestation. C'est connu, c'est su de tous, sauf que au-delà de ces repères et de ces baromètres, il y a aussi, on l'a souligné, la bataille politique des chiffres. Et donc c'est à ce jeu-là, parce qu'en mi-journée, la police avait indiqué une 50 000 et chez une consoeur, pour ne pas la citer, France 24, on était revenu à 6 000 manifestants selon la police. C'est invraisemblable. Quand on connaît... c'est pas la faute de la consoeur, c'est la faute de la police. Tout à fait. Oui, voilà. Défendons la et pour ne pas répondre à la fait, je voudrais juste rappeler qu'il faut saluer aussi l'esprit républicain de l'opposition ivoirienne en ce moment. Le 2 août, ils avaient voulu manifester. On leur a dit qu'il y avait à avoir pénurie, entre guillemets, de forces de l'ordre. De manière souveraine, ils ont reporté, ils ont trouvé la date du 9. Et ça, par le passé, comme ils faisaient allusion au passé, mais par le passé, on n'a pas eu ce genre d'opposition républicaine. On a vu des marches du RDA ici, où on avait des lance-roquettes, on avait des kalachnikovs dans la marche, s'entraîner, tout ce qui s'entraînait. Et aujourd'hui, si on a une opposition républicaine civilisée, il faut aussi saluer cette opposition-là. Et ça participe de la vitalité de notre démocratie chancelante. Voilà. En France, le seul leader politique de premier plan à réagir pour l'instant à cette marche. En Côte d'Ivoire, soutien au peuple ivoirien démocratique qui refuse la présidence à vie d'Alassane Ouattara, exige la relaxe des opposants et le rétablissement de leur droit à la candidature. La France ne doit plus se mêler des élections en Côte d'Ivoire. Alors l'opposition, on l'a déjà dit, annonce une nouvelle manifestation samedi prochain avec une intervention de l'ancien président Laurent Gbagbo en guest star, on va dire. Est-ce que tout cela peut changer la donne ? Je le dis parce que dans le fond, on peut aussi avoir l'impression que le pouvoir y gagne quelque chose, à donner une impression d'ouverture sans rien concéder sur le fond. En 2020, par exemple, l'opposition avait rempli le stade Houphouët-Boigny, sans grande conséquence pour le régime au fond. Et c'est un peu ce que tu dis à la fin en disant, bon, si c'est ce type de marche, organisez-en tous les jours, parce que finalement, une marche qui ne débouche sur aucun rapport de force renouvelé, aucun dialogue politique, ça n'a pas de conséquences. Bon, c'est ce que je dis. Hein. Et puis, pour réagir sur ce que le leader français a dit, bon, sa chute, sa conclusion, il apporte le soutien, il dit la France n'a pas à se mêler. Bien sûr, il n'est pas la France. Je pense que la France, c'est Macron. Lui, il n'est pas la France, mais il est français. Le français qu'il est peut se mêler, mais pas la France. On est d'accord. Je n'ai pas très bien compris sa chute, mais en même temps, actuellement, qui a plus besoin que la France se mêle? C'est un peu les opposants. Sinon, le gouvernement, lui, il est dans son mood, là. Il est dans son système. Ça ne l'intéresse pas, toutes ces interventions à gauche, à droite. Si la France ne se mêle pas pour aider l'opposition, si elle ne se mêle pas non plus pour faire pression sur Ouattara, bon, je ne sais pas qui ça dérange, qui ça arrange. Je n'ai pas très bien compris sa chute, mais en tout cas, lui, français, et puis son parti se mêle bien de notre élection pour l'instant. Mais il ne veut pas que la France s'en mêle. Ça, c'est le constat que je voulais faire. Pour le reste, je me dis que nous avons des dates butoirs. C'est pour ça d'ailleurs que l'opposition a exigé. Et puis vous savez, on est dans une guerre des nerfs. Hein. L'opposition a exigé que les revendications ou les préoccupations soient satisfaites d'ici la fin du mois. Parce qu'à partir du 26 août, dernier délai de dépôt des candidatures, d'ici le 10 septembre, la liste des candidats sort. On entre dans la période électorale, il n'y a plus de possibilités, plus de recours, la campagne va se faire. Est-ce que dans la période électorale, il sera encore possible de dire que de faire des manifestations contre des candidats, des manifestations contre maintenant l'élection? Actuellement, les manifestations, c'est pour obtenir une CI, une liste ou autre, mais à un moment donné, les manifestations vont prendre une autre tournure. Si les dates passent, il s'agirait de manifester pour empêcher l'élection. Or, l'élection est un événement constitutionnel qui doit être empêché. T'obsèdes à la fin. L'idée du boycott actif, on a l'impression que pour toi, c'est à ça que l'opposition veut arriver. Non, ça ne m'obsède pas. Ce n'est pas une question hypothétique. Le président Thiam m'a dit qu'il ne répond pas aux questions hypothétiques. Mais pour moi, ce n'est pas une question hypothétique. C'est une option. Hein. C'est-à-dire que tel qu'on a engagé, s'il n'y a pas de solution, on est parti soit pour cela, soit pour le choix de plan B ou de soutien à d'autres types de candidats, soit à une situation de clash.
Il n'y a pas 1000 solutions. Ou bien, une dernière option, tout ça ne donne rien. L'élection se passe bien le 25 octobre, on avance, comme en 2020. Il y a 4 cas de figure, il n'y en a pas 10. Il faut prévoir tous les cas de figure. On a avancé quand même. Vous dites? En 2020, ça ne s'est pas bien passé, mais bon, on a avancé quand même. Tu as dit l'élection... En 2010, c'était pire, il y a eu 3000 morts. Donc en fait, ça veut dire est-ce qu'il faut se résoudre à une Côte d'Ivoire où les élections sont synonymes de bain de sang? Depuis 90, on ne s'y résout pas, mais on peut éviter cela. Mais ce n'est pas nouveau en fait. 90, 95, 2000, 2010, 2015, pas trop. La seule élection plus ou moins normale avec quelques tensions. 2020 et peut-être 2025. C'est comme une malédiction depuis 90, des tensions aux élections. Ce n'est pas nouveau, mais on peut en sortir. Comment? J'ai donné un exemple quelque part. J'ai l'impression que nous tous, nous comptons comme la mauvaise mère de l'enfant. On s'en fout, on est prêt à dépecer l'enfant. Quelle est la vraie mère de l'enfant? Depuis 90, le président Gbagbo a dit, quand il y a la paix dans un pays, c'est l'opposition. Il donnait son exemple. Quand il était opposant, il y avait la paix. Bon, une paix relative qui ne nous a pas empêché de connaître un coup d'État en 99, alors qu'il était opposant. Bon, c'est pas lui Donc, qui a fait il le dit, coup d'État. quand il y a la paix dans un pays, c'est grâce à l'opposition. En disant, quand il était au pouvoir, il n'y a pas eu de paix par la faute de l'opposition. Si bien l'opposition doit continuer à se sacrifier, ses ambitions pour qu'il y ait la paix. En tout cas, on va peut-être continuer d'en parler, mais... Non, je dis que non, oui. C'est lui qui a dit, s'il y a la paix dans un pays, c'est grâce à l'opposition. Ou bien c'est vrai, ou c'est faux. Donc si on considère que c'est vrai, si on considère, comme je fais dans un de mes éditoriaux, que Houphouët-Boigny a dit préférer l'injustice au désordre, parce que l'injustice peut être réparée avant que le désordre, non. Il y a lieu que chacun se pose la question pour savoir qui est la vraie mère de l'enfant. Qui est la vraie mère de l'enfant? Qui est prêt à dépecer l'enfant? Oui, on sent quand même une certaine angoisse parce que il y a du non-dit derrière toutes ces paroles. Je rappellerai quand même pour les téléspectateurs non ivoiriens qui nous écoutent beaucoup en Afrique, en 2020, on a quand même vu un homme décapité à la machette. En Afrique, en 2020, on a quand même vu un homme décapité à la machette et ses tueurs jouer au football avec sa tête. Aujourd'hui, on voit réapparaître les fantômes du passé. On nous parle d'enlèvements nocturnes, d'hommes encagoulés, de délais de garde à vue qui sont largement dépassés. Un procureur muet qui est contacté par Radio France Internationale et qui ne répond pas. Il parle sur NCI, le procureur. Il a mis du temps quand même à s'exprimer. Donc la tension, elle est là, elle est palpable et elle transparaît dans les paroles de notre confrère Alafé, bien sûr. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et puis se demander si ces manifs, marches, n'éludent pas la question qui fâche pour l'opposition? Si au final, ni Gbagbo ni Tcham sont éligibles, on fait quoi? Parce que Alafé, il est déjà dans cette perspective, oui. Et il imagine un boycott actif, c'est-à-dire une élection qui a lieu dans un contexte terrible, ou alors du grabuge, ou alors un candidat unique ou un candidat commun de l'opposition parmi ceux qui ont été acceptés. Bref, est-ce que on ne perd pas de temps d'une certaine manière en demandant des choses que le pouvoir sait qu'il va refuser, sans créer un véritable rapport de force ou en ayant d'autres options? Sur ce plateau, ici même, vendredi, Soumaïla Breidoumi, porte-parole principale du PDCI-RDA, nous a dit, il a dit que c'était son sentiment personnel, qu'il croyait, il espère en réalité, qu'il croyait à un geste d'ouverture du pouvoir. C'est peut-être lui qui a raison. Il connaît bien son pays, M. Breidoumi. Il sait ce qu'il dit. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est du wishful thinking, comme disent les Américains? On verra bien, mais ça n'est pas impossible. Donc, ne jouons pas les prophètes alarmistes, les prophètes du malheur. Tout peut se passer encore aujourd'hui. Je ne sais pas. Je lis les journaux. Ce matin, j'ai lu dans le journal de Alafé que les élections législatives étaient prévues, étaient programmées pour le mois de décembre. Vous savez, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, non, c'est pas que circuler, il n'y a rien à voir. Ça veut dire que finalement,
on peut envoyer un message aux partis secondaires de l'opposition en se disant, assez rapidement, on pourra rebattre la carte politique, vous pourrez avoir des députés, des vice-présidents de l'Assemblée nationale, etc. Mais non, non, parce que la Constitution le prévoit. Si les élections législatives n'ont pas lieu au mois de décembre, la session parlementaire qui commencera en janvier commencera avec le Parlement sortant. Ça, c'est prévu par la loi. Il n'y aura pas de vide juridique. Donc pourquoi évoquer un calendrier comme si de rien n'était, comme si les choses... Justement parce que ça crée aussi d'autres opportunités, les législatives, que les présidentielles n'offrent pas. Voilà, c'est un jeu, c'est ce petit jeu habituel. Et on a assisté à ça combien de fois en Côte d'Ivoire? Mais on fait comme si de rien n'était jusqu'au moment où peut-être ça peut bouger. Maintenant, les craintes évoquées ici ou là, elles peuvent exister parce qu'il y a eu des exemples. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014. Jusqu'à quelques heures avant la chute de Compaoré, on nous annonçait qu'il était là et bien là, y compris à Paris, à l'Élysée. Ça n'avait aucun sens et pourtant, on continue à le dire. Donc là... Alassane Ouattara, c'est le Compaoré de demain ? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en ai jamais eu et je ne tire pas de pont sur la comète. Je constate que les choses se sont mises en place en juin, en août, le 9 août, ça aurait pu se passer le 2 août, le Front commun de l'opposition a fait une véritable démonstration de force et il faut vraiment être de très mauvaise foi pour ne pas l'admettre. Le jeu reste ouvert. Alors nous, on suit ça de très très près. On va continuer à suivre ça de très très près, à décrypter l'Afrique la quotidienne, bien entendu. Et la question que tu viens de poser, Théo, je me garderai bien d'y répondre, mais peut-être que Franck a une idée. Non, moi, ce que je constate, c'est que celui qui a de tout temps crié à l'injustice, une ex-victime de l'injustice, Alassane Ouattara, c'est celui-là même qui le plus subi d'injustice par rapport à la classe politique. C'est celui-là même qui élimine à bout des bras ses adversaires. Depuis 15 ans, il n'a jamais voulu accepter un adversaire de poigne. On l'a vu en dehors de l'élection de 2010 où les trois ténors étaient là. En 2015, on a vu. En 2020, je pense que Alassane Ouattara et le RHDP surfent sur la même psychose, la même ambiance de 2020 pour passer au lendemain 2025. L'opposition, il croit du comme fer, le RHDP croit du comme fer que l'opposition va continuer de battre le pavé sans aller au-delà, et aller pour passer au lendemain 2025. L'opposition, il croit du comme fer, le RHDP croit du comme fer que l'opposition va continuer de battre le pavé sans aller au-delà, aller tout droit vers un boycott. Et puis Alassane Ouattara va haut les mains gagner l'élection de 2025. Mais attention, Marc, toujours, tu m'intéresses. Oui, mais attention, 2025 n'est pas 2020. Ouais. Et attention, sur place, à trop tirer sur la corde, on finit par... Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Bon, je crois que, comment on appelle ça, vous avez regardé cette vidéo et vous avez quand même tiré une conclusion, même vous aussi, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'Alafé a raconté. Mais dans l'ensemble, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout quand Alafé parle de la marche que le pouvoir en place ne voulait pas qu'il y ait une insurrection disons, profitant de cette marche-là pour faire une insurrection sur le pouvoir. Donc, moi je dis, mais si tu n'as rien à te reprocher, si tu n'as rien sur le cœur, bon, disons que tu es une personne sans faille. Tu es une personne qui a quand même, tu t'es bien comporté avec ton même peuple. Moi, je ne crois pas qu'il peut y avoir d'insurrection sur ton pouvoir. Mais dans tout ça, s'ils parlent d'insurrection, ils parlent de tout ça, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que demain, le pouvoir les échappe. Voilà pourquoi il ne fait que menacer. Moi, je crois que si
vous vous comportez, par exemple, regardez par exemple, Lida Kwasi a été arrêté. Il y a l'ambassadeur, monsieur, je pense bien que Cissé ou bien quoi là, il y a un ambassadeur parmi ceux qu'ils ont arrêtés du PPACI. Et il y a un autre cadre encore qui était ministre du gouvernement, quelque chose avant, de sécurité, quelque chose avant. Donc, ces personnes-là, s'ils étaient quand même ces personnes-là qui avaient organisé la sécurité de la marche afin de pouvoir mieux se contenir pour qu'il y ait une marche convenable. Mais le pouvoir en place, qu'est-ce qu'a jugé? A jugé bon de pouvoir mettre les bâtons dans les roues. Comment procéder? C'est-à-dire arrêter ceux-mêmes qui ont organisé la sécurité de, comment on appelle ça, de la marche, afin de pouvoir s'aimer la zizanie au sein de cette marche-là. Pourquoi? Parce que moi je donne un peu les détails du fait que comment se fait-il que quand il y a eu le bus qui a été brûlé et puis la voiture de la police calcinée, il se trouve que les deux véhicules se trouvent dans le même endroit, dans le même secteur, même si on ne les voit pas directement, mais c'est dans le même secteur. Mais, excusez-moi, un pouvoir, je dis un pouvoir, une opposition qui disons que dans une semaine ou bien au lendemain, il devait même faire une opposition qui devait même faire sa marche, va aller calciner des bus ou bien même un véhicule, saccager même de quoi que ce soit et comment on appelle ça, effrayer même la population. Ça va donner quoi à l'opposition? Ça va donner quoi à la suite? On arrête des gens qui n'ont rien à voir avec ces cas-là et qui viennent témoigner ou viennent faire, comment on appelle ça, des déclarations, ou même des aveux, je ne vais pas appeler c'est ça, c'est des aveux. Au fond, c'est le pouvoir en place qui est en train de manigancer parce que à qui ça profite ces cases qu'on sort là. Donc si on va voir dans le fond de la chose, c'est parce que le pouvoir en place ne veut pas aller aux élections. Parce que le pouvoir en place sait que s'il va aux élections, il va perdre. Franchement, il va perdre. Regarde la mobilisation que l'opposition a eu à faire. Ça, ce n'est que seulement à Abidjan. Ce n'est seulement qu'à Yopougon. Beaucoup de gens n'ont pas pu se déplacer jusqu'à Yopougon. Mais Yopougon seulement, Yopougon et les environs. Donc, les gars sont venus de partout. Et même ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer à Abidjan, par exemple, les gens de Boaflé, Ziemouna, Boaké, Consort, ils étaient partout. Dabou, Akoupé, Consort, ils sont venus de partout. Mais qui sont rentrés un peu avant. Parce que ceux qui sont rentrés en retard, ceux qui ont voulu rentrer, mais qui étaient en retard, n'ont pas pu rentrer. Parce qu'ils ont été bloqués à l'entrée d'Abidjan. Ils n'ont pas pu les faire rentrer. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui était là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette mouvance, disons, cet engouement qu'il y a eu à cette marche-là a fait que le pouvoir a eu peur. Et voilà pourquoi a commencé à mettre les bâtons dans les roues. Regardez même, comment on appelle ça, tous ceux qui œuvrent pour la paix, tous ceux qui œuvrent pour qu'il y ait, comment on appelle ça, une élection vraiment transparente, inclusive et démocratique. Je crois que on cherche à les empêcher de pouvoir continuer leurs œuvres de mobilisation, de sensibilisation, ou même à l'appel au gouvernement de pouvoir inclure tout le monde dans l'élection présidentielle. Est-ce que vous voyez un peu? Et à la suite de ça, je veux parler aussi de choses, comment dirais-je, de la terreur que ce gouvernement sème au sein de l'opposition.
Regardez cette vidéo de choses, comment on appelle ça, de Pichiri Bali. Vous voyez cette dame-là, c'est une dame qui lutte pour la liberté du citoyen. Et cette dame a été, comment on appelle ça, je ne peux pas dire effrayée, mais qui a été menacée. On l'a menacée de mort. Elle va expliquer dans ses dires ici. Je vous laisse écouter son message et puis on va décortiquer la suite. J'ai été l'objet hier. Je sais que beaucoup attendent des explications sur ce sujet. Donc, on ne va pas les faire languir. On va vous expliquer ce qui s'est passé et où on en est dans nos démarches avec la justice. Donc, hier, lundi 11 août 2025, quand on s'est réveillé, personne n'a fait attention au portail parce que il y a la servante qui allait vider la poubelle, il y a des courses à la boutique qui ont été faites, mais on n'avait pas vu. C'est vers midi, on a entendu les chiens aboyer, mais personne n'est allé vers le portail pour voir ce qui s'est passé, ce qui se passait. Et c'est vers 13 h, quand nous-mêmes on voulait sortir, qu'on a marqué une inscription sur le petit portail. Et sur cette inscription, il était marqué, c'était écrit au charbon noir, ici vit Pulchéri Balé, vit avec eux à la fin. Et puis en haut, il y avait un dessin de 2 flèches qui se croisent et puis on a écrit Chété à côté. Voilà. Et donc, ça nous a paru vraiment bizarre parce que là où j'habite, c'est pas tout le monde qui sait. Même mes collaborateurs, il y a certains qui ne savent pas où j'habite. Et donc, on a quand même essayé de préserver cet endroit-là le plus secret possible. Mais évidemment, quand parfois le véhicule est en panne, il faut prendre les yangos, tout ça aussi, ça alerte les gens. Mais toujours est-il qu'écrit sur la face externe du petit portail, donc la face que tout le monde voit en passant, ici, vit Pulchéri Balé, dans un contexte où on nous insulte tous les jours sur Facebook, dans un contexte où on nous menace tous les jours sur Facebook, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant et c'est des menaces à peine voilées. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rendus. Évidemment, on a appelé certaines organisations des droits de l'homme, dont Amnesty, et nous nous sommes rendus à la police. Mais vous n'allez pas me croire sur ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Moi-même, je suis allé à la police. J'arrive, on m'indique le bureau où on enregistre les plaintes. Je m'en vais, j'explique la situation. La jeune dame me dit, elle arrive, elle s'en va consulter ses supérieurs. Elle revient, c'est pour me dire que non, ce n'est pas une affaire pénale, c'est une affaire civile. Donc, on n'a qu'à aller chez le procureur. Bon, nous tous, on n'est pas juristes, hein, mais on se renseigne quand même. Quand on dit affaire civile, c'est-à-dire c'est une affaire entre 2 personnes. Les histoires de dette, les histoires de succession, les histoires de divorce, c'est tout ça là qu'on appelle affaire civile. Mais tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche à la vie là, ça là, c'est directement pénal. Je ne sais pas où ils ont eu leur formation, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il faut aller chez le procureur parce que ce n'est pas une affaire pénale. Moi, je n'ai pas dit que je suis venu me plaindre parce qu'on a écrit sur mon portail. J'ai dit que je suis menacée. Je dis que le message qui est affiché sur mon portail, c'est comme un avertissement en vue de m'agresser. Et puis on me dit ça là, c'est pas pénal. Bref, je vous laisse vous-même juger de la situation. Toujours est-il que ce matin, je me suis rendue chez le procureur au tribunal. J'ai déposé ma plainte contre X. Ma plainte a été reçue. Elle a été déchirée. Et en fait, c'est ça. Vous voyez comment le pouvoir en place menace les organisations qui luttent pour
la quiétude des Ivoiriens, ou bien même, je peux dire, qui œuvrent pour la liberté d'expression, pour le droit du citoyen, disons, ivoirien. Moi, je suis vraiment dépassé. Vous voyez? Et pas plus tard, je crois bien aujourd'hui, le président comment on appelle ça, a honoré, ou bien comment on peut appeler ça, a félicité les génies, je peux appeler génies, c'est-à-dire ceux qui sont quand même beaucoup instruits, ceux qui sont, par exemple, ceux qui sont en mathématiques, par exemple, les premiers en mathématiques, les premiers en tout ce qu'ils font, tous les doués de matière, les doués de quoi que ce soit. Mais tout ça là, moi je veux, bon, si je dis ça de manière un peu plus machin, mais je dis, mais ils font ça, mais dans le concret, on ne met jamais à la tête d'une fonction, comment on appelle ça, d'un poste les plus méritants. On ne met que des voyants. Par exemple, cette secrétaire ou bien quoi que ce soit, la police qui a eu à prendre une déposition et qui n'arrive pas à savoir si c'est une plainte qui concerne la préfecture, le procureur, ou bien concerne la police elle-même. Ou bien c'est pas, je sais pas si c'est pas ignorance ou bien c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas mauvaise foi qu'elle a eu à s'adresser à Mme Péchény Barré. Bref, nous, on dit quoi? On dit 4e mandat là, non. Donc, si on va dans le concret par rapport à tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de citer, les manifestations, tout par-ci, par-là, c'est que M. Ouattara ne veut pas aller aux élections parce que ça l'arrange. Si, aujourd'hui, tel qu'il met le bâton dans les roues des Ivoiriens, et que cette opposition, surtout qui est au devant de toutes choses, qui arrive à pouvoir s'énerver, à prendre les rues, à pouvoir paralyser le pays, lui, ça ne fait que l'arranger. Ça ne fait que l'arranger parce que dès qu'il y a des mouvements en Côte d'Ivoire, lui, il suit pour aller en France pour pouvoir se maintenir là-bas et chercher à diriger, c'est toujours la Côte d'Ivoire. Parce que, étant donné qu'il y a des troupes, que son mandat n'était pas encore fini, parce que ça finit en octobre. À minuit, quand on dit minuit du 25 octobre, qu'on dit minuit 25 octobre, c'est-à-dire 25 octobre au lendemain du 26 octobre, minuit net, lui, son mandat fini. Donc, il n'a plus à diriger ce pays, il n'a plus à donner ordre ou quoi que ce soit à ce pays. Et c'est ce que l'opposition cherche à pouvoir obtenir, c'est-à-dire que faire de telle sorte que toutes les provocations faites par le pouvoir ne pas répondre jusqu'à ce qu'on arrive en octobre. Fin octobre, nous parlons vrai français maintenant. Nous allons lire l'heure ensemble. Si vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si le pouvoir en place pousse l'opposition à se manifester, à pouvoir prendre les rues, à faire tout ça, ça lui donne un avantage de pouvoir rester encore au pouvoir, à rester là et continuer. C'est-à-dire que ça sera comme une transition, ainsi de suite, afin de pouvoir trouver ce moyen. Et il va faire encore 5 ans. Et c'est ça son objectif. C'est pouvoir faire encore 5 ans. Et en faisant ces 5 ans-là, il va chercher à pouvoir mieux s'organiser, mieux voler et mieux discriminer les Ivoiriens et surtout mieux vendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, la Côte d'Ivoire est un citoyen lambda.
n'a pas droit à la parole. Un citoyen lambda perd son terrain et il ne peut pas revendiquer. Un citoyen lambda ne peut même pas postuler à un poste de travail où il est, comment on appelle ça, il est quand même, je ne peux dire doté, mais qui est quand même la personne adaptée à ce poste-là. S'il n'y en a pas. C'est-à-dire, on prend toujours les vauriens pour pouvoir mettre à leur place. C'est ce que je vous disais dès le départ, pour risque de me répéter. Comme la dame qu'on vient de voir à la police. Oui, c'est de mauvaise foi. Non. Donc, par rapport à ça, c'est cela à l'Assemblée doit y arriver. Mais toujours est-il que l'opposition a l'esprit, républicain, qui l'amène à pouvoir préserver, comment on appelle ça, la paix dans ce pays-là, à préserver cette paix-là. Donc, ce qui fait que toute provocation est vouée à l'échec. Donc, lui, il dit encore, comment on appelle ça, on fait la manifestation, on fait les manifestations pour pouvoir, pour chercher à empêcher, comment on appelle ça, le pouvoir de faire le 4e mandat. Mais c'est ça. On manifeste pour pouvoir empêcher le pouvoir de faire 4e mandat. Ce qui veut dire que cette manifestation, la marche du 9 août là, c'était le but. La marche du 9 là, c'était le but de faire deux choses. Ou venir t'asseoir pour discuter, ou bien faire comprendre à l'opinion internationale que les agissements du pouvoir, voilà où il en est, voilà où voilà ce qu'il est en train de faire, voilà comment le pouvoir en place gère un pays, gère la Côte d'Ivoire. Et c'est ce signal fort que l'opposition a envoyé à l'opinion publique. Donc, il n'y a pas à se voiler la face. Vous savez, c'est ça les choses qui sont les plus importantes dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train de toujours dénoncer les malversations du pouvoir, et qu'on va toujours dénoncer, parce que ce sont des trucs qui n'aident pas le pays à avancer. Ce sont des trucs qui, c'est-à-dire ce comportement-là, c'est inhumain, comme disait Fabrice Lago. Tiens, comment vous pouvez traiter des personnes ainsi, comme monsieur Kwasi, comment il s'appelle là même, monsieur Lida Kwasi. Monsieur Lida Kwasi, tel qu'il a été traité, c'est pas juste. De 22h jusqu'à 15h pour qu'il puisse trouver quelque chose à mettre sur la langue. Et c'est par rapport à quoi? Quelle est l'urgence? Moi, c'est la question que je pose. Quelle est l'urgence? Pourquoi on ne peut pas quand même interroger quelqu'un pendant 1 heure ou 2 heures et laisser enfin que le lendemain on puisse le reprendre? Mais il est libre. Jusqu'à preuve du contraire, comme on dit, le bénéfice de soupçon ou quoi là, le bénéfice du doute, on fait qu'il a une liberté provisoire. Donc, vous ne pouvez pas le tenir pendant toute une soirée. Moi, je dénonce ça. Il faudrait que ceux qui vont regarder cette vidéo partagent, afin que les autres puissent voir cette vidéo-là, afin de repartager encore, et l'opinion publique puisse en juger, puisse quand même dire pour moi. Parce que c'est vraiment pas un gouvernement qui est là. C'est pas, même si on dit dictature, mais c'est exagéré. C'est exagéré parce que ils en font trop.
Ils en font trop. Ils en font trop. Ils en font trop. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça on gère un pays. C'est pas comme ça. Et moi, comme je l'ai toujours dit, même comme on le disait, on lance un appel à comment on appelle ça, à tout le monde pour le 16. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous voyez quand même comment... À la multiple Figaro pour parler à la Côte d'Ivoire. Pour parler à la Côte d'Ivoire. Donc j'appelle tous les Ivoiriens. Après donc cette marche, à la même place, à la multiple Figaro, vous pouvez écouter l'enfant du peuple, le président Laurent Gbagbo. Samedi 16 août 2020. Le président Laurent Gbagbo peut compter entièrement sur son peuple de pouvoir. Peut compter sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens seront une fois de plus au rendez-vous samedi prochain pour l'écouter. Il va donner les directives, il va donner les instructions. C'est lui qu'on connaît, c'est notre guide, c'est notre leader. Nous sommes prêts à l'écouter. J'appelle toute la Côte d'Ivoire à être ici pour crier trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour crier qu'on est fatigué. On est fatigué. Pour appeler la liberté. Pour appeler la restauration de ce pays. Pour essuyer les pleurs, les lamentations des millions d'Ivoiriens qui sont laissés de côté, sur le bas-côté de la chaussée, pour mettre fin au développement asymétrique. On développe une région, on piétine l'autre, on oublie d'autres régions. Nous venons pour protester. C'est pourquoi nous serons là encore la semaine prochaine. Non, merci. De nos leaders. Voilà. Et comme on le dit là, samedi 16, il faudrait qu'on se retrouve à Yopougon de nouveau pour qu'on puisse écouter le discours de M. Laurent Gbagbo. Ça, c'est quand même un événement à ne pas manquer parce que notre leader doit nous dire quelque chose, doit nous sensibiliser par rapport au comportement qu'on doit tenir selon les manifestations du pouvoir. Parce que ça, on ne peut pas laisser tourner, on ne peut pas laisser passer. Comme je le dis toujours, en bon entendeur,